Bonjour Mickaël Nocal. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, député de Toulouse, la Haute-Garonne. Vous avez entendu hier, comme moi, les annonces du Premier ministre sur la réduction du nombre de parlementaires. Sur 577 députés, il y en aura à peu près 170 de moins, un peu plus, 173. Moins ceux qui seront élus à la proportionnelle, ça veut dire qu'il va y avoir disparition de 230 à 250 circonscriptions sur 577. Est-ce que la vôtre a vocation à disparaître ? Je ne sais pas, le travail de redécoupage sera fait en temps voulu. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, un député il peut être présent sur le terrain et que la réduction du nombre de parlementaires à budget constant va permettre d'accroître les budgets, notamment des collaborateurs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 3 collaboratrices. 2 de plus ne serait pas de trop pour effectuer tout le travail de contrôle et d'élaboration de la loi. Surtout si votre circonscription est élargie, la vôtre ou d'autres. Oui, alors moi, il y aura plus de monde à représenter, un peu plus de collaborateurs, mais plus de travail. Donc est-ce que tout ça est très logique ? Ce qui est important, c'est que chacun retrouve sa place. Le président préside, le gouvernement gouverne, et le Parlement légifère et évalue. Et ce critère d'évaluation, ce travail d'évaluation, voilà, on pourra le faire de la meilleure des manières avec moins de parlementaires, parce qu'il n'y a pas forcément besoin aujourd'hui de plus de parlementaires. Quand vous voyez les débats en commission et les débats en séance, vous retrouvez en séance en général les mêmes personnes. Trop de répétition du même travail. Votre circonscription a déjà été reformatée, redécoupée en 2010 et puis en 2014. Elle le sera donc pour la prochaine élection législative. C'est pas un peu étrange de tripatouiller en permanence les limites d'une circonscription? Aujourd'hui, le découpage, il n'est pas non plus très cohérent. Vous voyez à Toulouse, dans un même quartier, un quartier qui est scindé en deux, entre 2 circonscriptions, les Toulousains, comme les Français... On redessine, allez, on recommence une 3e fois en 10 ans. Le chiffre de la circonscription, il n'est pas très important. 3 fois en 10 ans, c'est beaucoup quand même, non? Oui, mais je pense qu'il faut un peu de stabilité et cette réforme constitutionnelle permettra de retrouver cette stabilité. Alors, vous êtes le porte-parole du groupe La République En Marche pour la loi Elan, la loi Elan qui est en fait la loi logement. Pas seulement, mais enfin quand même... Aménagement et numérique pour Elan, cette fascination pour les acronymes, là, la loi NOTRe, la loi Pacte, la loi Elan... Il y a de vraies mesures sur les questions d'aménagement et de numérique, notamment le pacte qui unit les opérateurs à l'État avec l'ARCEP pour déployer le haut débit et le très haut débit, sera concrétisé par cette loi Elan. Qui est le ministre en charge ? Jacques Mézard, je viens de Normandie. Eh bien, lequel des deux ? Pourquoi deux ? Les deux, écoutez, moi je travaille avec eux depuis... Parce qu'il y en a un qui parle, l'autre qui parle dans des médias différents. Ils sont très complémentaires. Je travaille avec eux depuis l'été dernier sur cette loi logement, puisque la méthode qui a été voulue, c'est la méthode de la concertation, à la fois auprès des professionnels du secteur, auprès des parlementaires. Et donc les deux font un travail formidable sur ce sujet. Formidable. Alors, ce travail formidable, il est destiné à créer un choc d'offres, c'est-à-dire plus de logements. Par quels moyens ? Par quels moyens ? Par plusieurs moyens. D'abord, rappeler que dans le cadre du projet de loi de finances, on a adopté un certain nombre de mesures qui visent justement à mettre sur le marché, notamment des terrains qui n'étaient pas aujourd'hui sur le marché, avec les exonérations des plus-values. Classique mais efficace. Moi, j'espère qu'on pourra plus libérer de terrain pour construire plus. Mais ça, c'est déjà fait, c'était dans la loi de finances. Ça c'est déjà fait, mais il y a d'autres outils qui vont permettre d'inciter à la construction. On a poursuivi le Pinel qui devait s'arrêter au 31 décembre 2017. Et qui avait provoqué l'émotion de la profession. En zone tendue, tout à fait, vous avez raison. Tout à fait, il y avait une certaine instabilité pour le secteur, qui ont été d'ailleurs les acteurs du secteur qui ont été rassurés, puisqu'on poursuit le Pinel pour une durée de 4 ans dans les zones très tendues. Le Pinel, c'est un aménagement fiscal qui permet d'investir dans le logement. Tout à fait. Et d'avoir des logements qui sont un peu plafonnés. Donc on parle de logements intermédiaires qui répondent à un vrai besoin de la population. Et on va aussi travailler sur le logement social. On veut construire plus de logements sociaux, notamment 40 000 logements très sociaux chaque année. C'est un engagement du président de la République, un engagement de campagne. Et ensuite, développer la mobilité dans le parc social. Et la réforme des bailleurs sociaux et la réforme du logement social, elle vise justement à pousser cette mobilité dans le parc. Bon. Moins de recours en justice contre les permis de construire, moins de normes, aujourd'hui, moins de difficultés, moins de paperasse. Aujourd'hui, c'est 30 000 opérations qui sont malheureusement bloquées par des recours qui sont abusifs. La durée moyenne d'un recours, c'est à peu près 24 mois. Et l'idée, c'est d'inscrire dans la loi qu'on fixe une limite à 10 mois où on statue sur un recours qui peut parfois être fondé, mais il est important qu'on puisse avancer et pas bloquer des projets de construction. Pour construire plus, est-ce qu'il ne faut pas, ou est-ce que même il ne suffira pas de construire plus haut ?
dans les villes? Plus d'étages, plus d'immeubles de grande hauteur? Je pense pas que la verticalité, ce soit forcément la solution partout. Vous avez dans des zones très tendues la possibilité, en effet, là où vous manquez de terrain, évidemment que la verticalité peut être une solution. D'ailleurs, quand on propose de transformer les bureaux en logements et de faire gagner aux propriétaires 10% de surface si le bureau devient du logement, Oui. c'est des choses qui seront bien sûr plus attractives pour les acteurs du secteur. Les maires vont garder la possibilité d'accorder ou pas les permis de construire. C'est une Tout à bonne fait. idée. C'est pas une façon de continuer à lier ce pouvoir de délivrer ou pas les permis de construire à on va dire un pouvoir très local. Vous savez, une relation très locale. on a voulu avec ce projet de loi vraiment associer l'ensemble des collectivités, le logement qui est une compétence à la fois des maires et de plus en plus des intercommunalités qui fixent les plans locaux d'urbanisme et les plans locaux de l'habitat. Il faut pouvoir permettre aux maires d'avoir leur mot à dire. Et ça Ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à Mais là, dire. ils ont même le pouvoir absolu de signer ou pas. Tout à fait. Est-ce que c'est pas une manière de limiter au fond ce choc d'offres que Non, vous pourrez... les maires sont des maillons importants de l'aménagement du territoire et donc il faut leur laisser cette prérogative. Et après, je pense à d'autres prérogatives qu'on va leur laisser. Sur l'encadrement des loyers, par exemple, on va décorréler l'observatoire des loyers qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les prix pratiqués et ensuite l'encadrement des loyers sur 5 ans qui sera une expérimentation à la disposition... L'encadrement des loyers qui a déjà été annulé par la justice à Lille, par exemple, et qui probablement le sera... Pour des raisons de forme, parce que ça couvrait les villes et ça ne couvrait pas les métropoles. Mais l'idée, c'est que les territoires puissent choisir eux-mêmes. Un mot très rapide, les associations de handicapés se sont émues assez fortement sur la baisse des normes obligatoires dans la construction de logements sur les accessions aux handicapés. On était à 100%, l'idée c'est de passer à 10%. Est-ce qu'il y aura une discussion dans la loi et là, je voudrais apporter une précision parce qu'on oublie un élément important. Avec le reste des logements qui peuvent être transformés en accessibles, mais 10% obligatoire seulement. C'est très important. Aujourd'hui, dans le neuf, l'obligation, c'est en effet d'avoir 100% de logements adaptés, ce qui aussi réduit parfois la taille de certaines pièces à vivre. Donc il faut revoir ça. Moi, je pense que le bon équilibre a été trouvé. Avoir 10% de logements adaptés. Donc sur 10 logements, vous en avez au moins un qui est directement habitable par une personne à mobilité réduite. Et ensuite, 100% de logements adaptables, c'est-à-dire qui nécessitent peu de travaux, mais pour être adaptés aux personnes à mobilité réduite. La taxe d'habitation va être supprimée pour 80%, peut-être pour 100% des Français. Il y a une hésitation là-dessus. On apprend que le gouvernement, Bercy en particulier, veulent faire payer les plus aisés et trouver une recette pour compenser cette perte de recettes que le gouvernement a décidé à la suite des engagements d'Emmanuel Macron. Les plus aisés doivent payer davantage sur la taxe d'habitation? C'est des discussions qu'on devra avoir dans le cadre du prochain projet de loi de finances. Ce qui est certain, c'est que la taxe d'habitation, pourquoi on fait ça? Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais pas à tous. C'est ça qui compte. Si, évidemment, mais au départ, on s'était engagé à faire 80%. Tant mieux si on peut aller plus loin à 100%. Ah ben maintenant, le gouvernement s'est engagé à aller à 100%. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est une bonne chose. Mais il récupérerait d'une main ce qu'il a donné de l'autre. La taxe d'habitation, c'est peut-être un des impôts les plus injustes parce qu'en fonction des territoires, moi je vois dans des quartiers populaires à Toulouse, vous payez plus de taxes d'habitation, pour autant rien ne le justifie. Donc, mais est-ce qu'il faut reprendre d'une main pour une partie des Français, ce que le gouvernement aura donné de l'autre? C'est une question d'équilibre. Il ne faut pas regarder une colonne et l'autre à côté, le budget. Dans les impôts, c'est souvent comme ça. La manière dont on fait la politique, on essaie justement de prendre de la hauteur et de trouver des équilibres budgétaires qui sont pas compris si vous étiez pour ou contre le fait qu'il faille compenser cette suppression de la taxe d'habitation pour une partie des Français. Je vous ai dit, il faudra voir dans les détails l'application, mais moi je suis en tout cas favorable et c'est un engagement de campagne là aussi que la taxe d'habitation soit supprimée pour l'ensemble des Français. L'ISF a été supprimé, remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui taxe précisément les logements, pour ceux qui en ont au-dessus d'un certain seuil. Est-ce que quand on veut créer un choc d'offres, favoriser le logement, favoriser la construction, multiplier les investissements, c'est intelligent de taxer le logement? Là aussi, une petite précision, le seuil entre la suppression de l'ISF et l'IFI n'a pas bougé. On est sur un patrimoine de 1,3 million d'euros. Je ne pense pas que ce soit de nature à freiner quoi que ce soit. Sur le principe, est-ce que c'est intelligent? Il y a des gens qui possèdent
une fortune immobilière, qui peuvent investir, qui en font d'ailleurs Oui, mais leur mode de vie. aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités. Il n'y a pas de contradiction à ça. L'investissement locatif est encouragé, la cession de terrain est encouragée. On essaie de trouver des mécanismes aussi solidaires avec Solibail et l'intermédiation locative pour mobiliser le parc privé via aussi des exonérations fiscales pour les propriétaires. Donc des leviers pour les gens qui ont du patrimoine, il en existe beaucoup. Donc pas de contradiction à ça. Pas de contradiction aucune. Merci Michael Nogal. Merci à vous.